On a Noémie qui va présenter notre conférencière d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être là, nombreux. Merci aux gens et aux profs aussi qui sont là. Noémie, je te laisse présenter notre conférencière et puis, après ça, Maria, voilà, c'est à toi. Bonjour tout le monde, vous êtes nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir une présentation présentée par Maria José Maizo. Maizo aussi présente. Une détentrice du baccalauréat en biologie en 2006 qu'elle a obtenu et une maîtrise en sciences en 2008 à l'UQAM. Ses travaux universitaires sont ciblés sur l'écologie des milieux aquatiques, mais elle a ensuite travaillé au sein d'une équipe d'urbanisme ou de génie où elle a réalisé des inventaires fauniques et floristiques et œuvré afin d'intégrer la protection de l'environnement dans des projets de développement. Elle s'est jointe à l'Union des producteurs agricoles en 2021 comme conseillère en agro-environnement et agit comme des coordonnatrices du programme ALUS-Outaouais et responsable du régional pour Agriclimat. Depuis, elle a réalisé des projets dans plus de 50 fermes et donné diverses formations et conférences à l'intention des producteurs agricoles, notamment dans les milieux humides, la biodiversité et les changements climatiques. Merci. La parole. Merci. Merci de m'avoir invité aussi. On va commencer donc. Benoît aussi m'avait demandé de me présenter un peu, vu que vous travaillez souvent avec des chercheurs, puis peut-être moins avec des gens qui sont dans le milieu du travail, finalement, dehors des universités. Juste pour finir de me présenter moi-même, en fait, moi, je viens d'Argentine. Je travaillais, ma grand-mère avait une ferme bovine en Outaouais. Puis quand j'ai commencé ici à travailler avec les producteurs agricoles, une des premières fermes que j'ai visitées, il y avait un troupeau de vaches Hereford qui était les mêmes variétés que ma grand-mère elle avait là-bas. Puis ça m'a vraiment amené un rattachement aussi à l'Outaouais, même si le climat est complètement différent. Là-bas, on travaille vraiment dans des sols très, très secs. Là. Je viens de Cordoba qui est au milieu de l'Argentine, mais des fois, on peut avoir les mêmes troupeaux là, qui s'adaptent à toutes sortes de climats. Puis, c'est juste un petit côté personnel pour moi. Mon parcours professionnel, excuse-moi, j'ai oublié ton nom. Noémie, comme elle disait tantôt, j'ai fait mon bac à l'UQAM en APP. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait ça, apprentissage par problème. À part Ben, c'est là qu'on s'est connus. Pendant que je faisais ma maîtrise, j'ai travaillé au Grill. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Grill, le groupe de recherche interuniversitaire en immunologie. Fait que c'est là que j'ai fait mes stages d'été et par la suite ma maîtrise avec Béatrix Wexner. Puis je travaillais sur des espèces envahissantes dans des lacs, on faisait la cartographie des plantes aquatiques. Puis j'ai aussi travaillé dans plusieurs lacs, juste des questions de métapopulation sur la biodiversité, quand on travaille avec le zooplancton, le phytoplancton dans plein de différents lacs, surtout en Estrie puis dans les Laurentides, pour aller voir différents mécanismes, dans le fond, qui influencent la biodiversité et l'écologie des métapopulations. Puis après ça, j'ai travaillé pendant euh, ben, 10-12 ans là, dans des firmes privées différentes où j'ai travaillé de toutes sortes de projets où est-ce qu'on faisait surtout des caractérisations écologiques. En caractérisant ces milieux-là naturels, on faisait des études d'impact par la suite ou des plans d'urbanisme, des plans de développement où on allait soit protéger dans la mesure du possible les milieux naturels, mais aussi évaluer les impacts là, quand il y en avait pour trouver les mesures d'atténuation. Fait que j'ai fait beaucoup de demandes d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement quand on faisait justement des pertes de milieux humides, par exemple. Puis c'est surtout pour des projets résidentiels, commerciaux, industriels, puis transport. Puis ça fait depuis 2021 que je suis à l'UPA. Fait que juste pour donner quelques exemples, on voit pas très bien ici, mais ça, c'est Carrière-Grémont, là, c'est des projets d'extraction là, de calcaire. Fait que souvent, dans les carrières, il y a beaucoup de matériel qui sert à rien. C'est juste de la pierre qu'il faut sortir. Fait que ça fait des grosses halles des halles stériles, puis qu'on vient rhabiller après, rendre naturel. Fait que ça, on avait des projets justement de restauration de ces secteurs-là, de détournement de cours d'eau, des choses comme ça pour minimiser l'impact là, dans ces projets-là quand on vient creuser. Dans des projets autoroutiers, souvent, c'est des projets plus
C'est des projets qui vont requérir souvent du déboisement, de la destruction de milieux naturels. Puis dans les échangeurs, de plus en plus, vous allez voir le MTQ, il fait des bassins écologiques de rétention, mais où est-ce qu'il rajoute aussi de la biodiversité, des plantations, tout ça, parce que tout le monde essaie de compenser plus leurs impacts vraiment in situ au sein de leur projet. Puis ben ça, c'est des exemples de projets inventaire de milieux naturels, par exemple, à Windfall pour des mines d'or ou mais ça, c'est très rare. Là. Si vous voulez travailler plus dans des lacs, là, restez dans les organismes de bassin versant, là, mais des petits mandats de échantillonner des lacs puis ces choses comme ça. Depuis 2021, j'étais à l'UPA. J'avais aucune idée c'était quoi l'UPA, mais la job, elle avait l'air intéressante. Ça fait bientôt 4 ans que je suis là, puis je suis encore en train d'essayer de comprendre. C'est assez complexe, l'UPA comme organisation, mais je voulais quand même prendre le temps de vous en parler un peu. En fait, on a des fédérations régionales où moi je travaille, on a des syndicats locaux. Les producteurs, en fait, sont tous sous le même monopole syndical, comme on va dire. Mais chaque syndicat local a un certain pouvoir de faire des projets dans sa localité. Ici, c'est surtout par MRC que ça fonctionne dans le coin. Ensuite, les syndicats locaux sont rassemblés en fédérations régionales qui sont représentées par nous au bureau de Saint-Eustache qu'on a, où on regroupe Outaouais, Laurentides, Montréal, Laval. Puis après ça, il y a le congrès de la Confédération, si on veut, qui est le bureau de l'UPA à Longueuil, qui est vraiment comme le central là, de l'UPA. Fait que c'est une grosse organisation qui a les syndicats locaux, mais aussi tous les syndicats spécialisés qui vont être les producteurs de grains, les producteurs de bovins, les producteurs de lait. Puis ça, c'est les syndicats justement qui vont se battre pour des enjeux qui sont vraiment en lien avec leur production. Fait que je sais pas si vous voyez assez bien, c'est quand même petit, là, mais tu sais, on a 145 groupes spécialisés, je pourrais même pas vous dire là, c'est lesquels, là, on en a vraiment beaucoup, mais Sylvain de la Grange, il n'est pas ici, mais tantôt il disait qu'il est allé présenter, par exemple, au PPAQ, là, les producteurs et productrices acéricoles du Québec, fait que ça, c'est un groupe spécialisé. Les 89 syndicats locaux qui sont répartis partout au Québec et les 12 fédérations régionales. Moi, je suis dans une de ces fédérations. Fait qu'on représente 42 000 producteurs et productrices au Québec qui sont répartis sur presque 29 000 fermes. C'est ce qui reste là, comme ferme aujourd'hui. C'est sûr que ça a beaucoup, beaucoup réduit là, le nombre de fermes là, par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. Puis, ben, cette année, c'était une année très spéciale parce que l'UPA fêtait ses 100 ans. Fait que juste pour vous donner une idée, là, à la Confédération à Longueuil, il y a 169 employés là-bas à temps plein qui travaillent sur toutes sortes de sujets. Puis aussi, l'UPA, c'est pas juste un lobby là, pour la gestion de l'offre et ces choses-là. C'est aussi un endroit où il y a des services, certains qui vont être payants pour les producteurs, mais d'autres qui ne sont pas. Puis des enjeux comme ben beaucoup, il y a une grosse partie, en fait, au début, ça a vraiment été créé pour le volet formation-information. Il y a la revue La Terre de chez nous, là, qui est la revue qui a été produite par l'UPA pour informer les producteurs. Il y a de la recherche qui se fait. Puis, il y a l'UPA Développement International aussi qui fait des projets à l'étranger, des projets collectifs d'aide humanitaire. Puis il y a des choses pour la valorisation de la prévention, pour la promotion de l'autonomie alimentaire. Par exemple, il y a l'application Mangeons local, là, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Puis l'aménagement du territoire, ça, je dirais que c'est comme mon collègue, c'est mon héros, là, parce que lui, c'est lui comme notre grand défenseur du territoire agricole. On a juste 2% de territoire agricole au Québec, fait que je peux pas passer à côté de vous dire ça. Ce qu'on oublie souvent quand on parle de protéger le territoire puis protéger la nature, protéger nos terres agricoles, c'est vraiment un enjeu environnemental aussi, c'est notre garde-manger. Puis on a un de mes collègues qui travaille là, exclusivement à tout ce qui est les demandes de CPTAQ, la Commission de la protection agricole, qui est supposément celle qui est supposée freiner tous les développements non agricoles en zone agricole, mais on perd là, des dizaines d'hectares là, par année là, par toutes sortes de projets là, non agricoles. Fait que rapidement, la fédération régionale où je travaille, on a une quarantaine d'employés, puis on a 20 administrateurs là, qui sont les producteurs justement qui siègent sur le comité d'administration.
Puis, on a un service de comptabilité, on a un centre d'emploi agricole qui va aider les producteurs à trouver les travailleurs étrangers, par exemple, qui vont travailler sur les fermes ou à les aider à gérer leurs employés, des ressources humaines, la santé, sécurité, tout ça, c'est des services qui sont fournis aux producteurs. Puis, aux côtés de la vie syndicale, on a les syndicats locaux et les syndicats spécialisés que je mentionnais tantôt, puis l'aménagement, puis l'agro-environnement, c'est vraiment comme le nouveau service là, que moi, je suis venue développer là, depuis 2021. Fait que là, on est rendu 3 aujourd'hui, fait qu'on a engagé ma collègue Stéphanie en 2023 pour commencer à l'US dans les Laurentides, puis cet été, on a aussi engagé Camilla qui vient qui vient supporter, dans le fond, tout le développement du service qu'on est en train de faire. Il y a plusieurs défis à relever pour les producteurs qui sont, bon, l'adaptation au changement climatique, là, c'est pour tout le monde, mais disons qu'eux autres sont vraiment, ils vivent à chaque jour tous ces changements-là. Il y en a qui disent, ben, tu sais, qui sont plus adaptés que d'autres, là, parce qu'il y a des choses qu'ils ont vu venir et qui ont déjà vécu par le passé. Mais il y a aussi toute l'adaptation aux changements réglementaires qui ont eu lieu dans les dernières années de façon quand même très, très rapide. Puis des fois, c'est pas évident pour les producteurs de se mettre à jour, là, pas seulement dans ce qui est les bandes riveraines, par exemple, ou les choses comme ça, mais tu sais, au niveau de la gestion de l'étable, au niveau de la santé animale, le bien-être animal, c'est à chaque année, il y a des nouvelles normes qui arrivent d'un peu partout. Fait que c'est assez stressant là, pour les producteurs de se mettre à jour, là. Puis, ben, on va voir là, justement qu'ils vont manquer de temps, qu'ils vont avoir de la difficulté à comprendre la complexité de tout ce qui arrive. Il y a une charge mentale qui est de plus en plus élevée, puis il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Là. Nous autres, on a eu beaucoup de suicides là, dans les dernières années. Fait que il y a un service aussi écoute agricole qui sert aux producteurs pour ça. Puis, ben, il y a des fois un manque de liquidité justement pour faire des projets en agro-environnement, parce que même si on voit qu'il y a des bienfaits qui peuvent aller sur les fermes, mais des fois, ces bienfaits-là, ils peuvent prendre 10 ans là, avant d'être ressentis au niveau de la ferme. Fait que c'est difficile pour eux de dire, OK, cette année, j'investis là-dedans parce que je sais que ça va être bon pour moi. Fait que, on a eu au Québec le plan d'agriculture durable 2020-2030. Qui a été rédigé en 2020-2022. Ça a comme pris du temps là, avant que la machine commence, là, mais on est comme là-dedans en ce moment. Puis les objectifs, c'est vraiment petit, hein, je m'excuse, mais bon, je ne vous parlerai pas de tous les indicateurs et tout, mais c'est juste pour dire qu'il y a 5 objectifs principaux pour améliorer, dans le fond, l'agriculture, la rendre plus durable, plus résiliente au Québec. Puis, bon, évidemment, réduire l'usage des pesticides et leurs risques pour la santé et l'environnement, améliorer la santé et la conservation des sols, améliorer la gestion des matières fertilisantes, optimiser la gestion de l'eau, puis améliorer la biodiversité. Ça, c'est les 5 grands objectifs, si on veut, là, du plan d'agriculture durable. Puis, c'est un plan qui se veut où les producteurs sont au cœur de l'action, là, même si c'est pas toujours aussi facile qu'on le voudrait. Mais c'est quand même, justement, dans les manifestations qu'il y a eu là, de l'UPA l'année dernière, c'est même dans les pancartes là, de l'UPA qui disait on veut être au cœur des solutions pour l'adaptation au changement climatique. Ça faisait partie des pancartes qui avaient été faites. Là, fait que il y a quand même une volonté à faire partie de la solution de la part des producteurs. Fait que nous, dans le fond, en développant nos services, ce qu'on veut, c'est vraiment accompagner chaque ferme dans l'adoption des changements, mais qui vont être adaptés à l'échelle de leur ferme, à leur réalité, à leur type de production. On veut consolider les partenariats avec vous. Fait que c'est pour ça que je te reviens un peu plus tôt aujourd'hui pour parler avec David puis Sylvain éventuellement. Avec travailler de plus en plus avec nos partenaires, faire de plus en plus de recherches locales, de faire connaître la réalité régionale. Faire des projets collectifs pour améliorer la qualité de l'environnement, puis maximiser la participation des producteurs au projet puis aux programmes disponibles parce que avec les règlements et les fonds, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles avec les producteurs, puis des fois, ils savent pas trop non plus par où commencer. Fait que nous, on veut les aider à trouver qu'est-ce qui est bon pour eux. Là, ben, fait une des choses qu'on fait, c'est juste au niveau juste la promotion puis les formations de bonnes pratiques. Puis là, ici, je sais pas si vous allez garder la présentation ou non, mais
c'est tous des liens pour différentes vidéos qu'on a fait, qui sont des vidéos soit promotionnelles, soit éducatifs de projets qu'on a fait. Comme par exemple, ici, c'est un projet où on fait des bandes riveraines élargies, mais en mode herbacé. Fait que, tu sais, pour aller protéger les cours d'eau davantage, mais tu sais, des fois, faire des plantations, ça fait peur à plusieurs producteurs. Ils ont peur pour leurs drains, ils ont, ils ont peur pour l'interaction que ça va avoir avec la machinerie, tout l'entretien que ça va avoir. Fait que des fois, on peut venir protéger des superficies quand même considérables avec des projets qui peuvent être mis en place en une journée et qui viennent vraiment protéger les cours d'eau. On a des vidéos aussi sur la gestion des pâturages pour la protection des oiseaux champêtres. J'ai fait un balado aussi pour les producteurs du lait du Canada, parce qu'il y en a qui savent même pas c'est quoi biodiversité. Puis, tu sais, même moi, je suis comme, hey, je le sais-tu, je le sais plus. Tu sais, des fois, c'est comme, c'est quoi biodiversité? Comment c'est perçu par un producteur? Comment c'est perçu par nos partenaires? Comment on veut améliorer cette biodiversité-là? Ça peut être vu de plein de différentes façons. Euh, Puis, je parlerai pas beaucoup d'agri-climat aujourd'hui parce que je voulais prendre le temps de parler plus du programme ALUS qui est une grosse partie de ma job, mais agri-climat, c'est super intéressant si vous n'avez jamais entendu parler. Ça fait depuis 2017 que ça roule avec beaucoup de données, beaucoup de groupes de travail qui ont été faits pour vraiment aider les producteurs à s'adapter au changement climatique, puis par type de production, identifier qui étaient où les risques. Puis il y a Ouranos qui a participé à ça vraiment pour fournir des scénarios climatiques pour chaque région. Puis même aujourd'hui, dans le fond, les fermes qui sont intéressées à le faire peuvent faire un diagnostic de leur propre ferme. C'est quoi les prédictions climatiques pour leur secteur? Là, je pense que c'est divisé en des rayons de 10 par 10 là, dans les scénarios que Ouranos fait. Puis là, ils font un bilan carbone de la ferme, puis ils sont capables de voir quelles activités de la ferme qui émettent le plus d'émissions, puis qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour réduire leur empreinte carbone. Fait qu'il y a des firmes qui sont quand même avancées dans tout ce processus-là. Fait que ALUS, ça, c'est le programme sur lequel je travaille là. Ça aussi, je savais pas c'était quoi avant d'appliquer. Fait que est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ce programme-là ou... OK, un petit peu, mais ceux qui me connaissent finalement ou presque. Fait que là où la nature et l'agriculture se rencontrent, pour moi, c'est une évidence, là, mais bon, c'est qu'ils ont décidé comme tel. C'est un organisme, en fait, qui existe depuis 20 ans maintenant au Canada. C'est un organisme de bienfaisance, là, si on veut son statut juridique. Fait que c'est un peu partout au Canada. Comme vous voyez, par exemple, en Alberta, c'est plein de petites communautés, c'est développé à travers des municipalités, je pense, là-bas. En Ontario, c'est développé avec les organismes, les Conservation Authorities, qui sont comme un mélange entre le ministère de l'Environnement et organismes de bassin versant là-bas. Au Québec, c'est via les UPA qu'on a décidé de développer ça. Fait que nous, en Ottawa, on a été la deuxième communauté à se développer au Québec. Fait qu'il y a comme un modus operandi qui vient du national. Et après ça, chaque communauté se développe de façon plus ou moins autonome à l'intérieur de sa communauté. C'est ça l'idée c'est vraiment de prendre des lignes directrices d'un programme, mais de les adapter à ta réalité régionale. Fait qu'on est rendu en tout à 38 collectivités, là. Je pense que là, on est un peu plus, là, parce que j'ai pris une slide de 2023. Excusez, je suis comme pas à jour. Plus ou moins. Fait qu'on a 2 communautés qui viennent de commencer aux États-Unis, là, d'ailleurs. Puis pour ceux qui se le demandent, ALUS, ça vient de Alternative Land Use Services. C'était ça le terme à l'époque pour vraiment faire la référence à utiliser les terres pour une autre fonction que l'agriculture, fait que Alternative Land Use. Là, on l'utilise plus vraiment, on veut juste utiliser ALUS comme un nom. En bref, ce qu'on fait, c'est vraiment aider à l'implantation des projets que les producteurs veulent faire. Fait autant au niveau technique que financier. Parfois, il y a des petits projets qu'on va faire juste nous-mêmes, mais il y en a d'autres qu'on va aller travailler avec des partenaires. Et on donne des paiements annuels pour les superficies qui vont être aménagées. Parce qu'il y en a aussi qui vont dire, je perds beaucoup trop de terrain si je fais une grosse bande riveraine ou je perds trop de terrain, etc. Fait qu'on veut reconnaître
l'intendance des terres, le temps que ça prend de travailler ces terrains-là et les maintenir. Puis aussi, on veut pas que ça soit vu comme une perte pour les producteurs, comme une perte de terrain. Mais c'est aussi qu'on veut voir, c'est on cultive la nature, c'est un peu de là que ça vient aussi. C'est un autre type d'agriculture que tu fais, c'est que tu cultives la nature, puis ça a une valeur. Ce qui est particulier du programme ALUS, c'est qu'on travaille justement avec un comité consultatif de partenariat. Fait qu'on a 6 producteurs qui sont avec moi pour prendre les décisions. Ben, ça a roulé un peu, là, ça c'est le dernier. Puis on est aussi avec des organismes en environnement locaux. Fait qu'on a l'organisme de bassin versant des Sept, on a la Fédération canadienne de la faune, puis on a le CREDO, le Conseil régional de l'environnement puis du développement durable de l'Outaouais. Fait qu'on s'assoit 4-5 fois par année, des fois en présentiel, des fois en Teams pour planifier un peu où est-ce qu'on s'en va avec ce programme-là, mais aussi pour approuver les projets un par un selon les projets qui sont présentés. Bien, déterminer quel type de permis annuel on donne, quel type de projet on fait, discuter des productions. Fait que le fait d'avoir des producteurs qui viennent de différentes MRC, de différents types de production, bien, ça me permet aussi, on travaille aussi beaucoup au téléphone quand j'ai besoin de mieux comprendre un certain type de production, un certain type de paiement, pourquoi les terres se louent à ce prix-ci dans ce secteur-là. Ça fait que c'est vraiment des gens qui sont sur le terrain et qui connaissent bien la réalité régionale. Fait que ça part du principe, justement, ce programme volontaire, fait que c'est vraiment un producteur à la fois, 1 hectare à la fois. Là, on n'a pas ciblé, ben, c'est sûr qu'on a des fonds qui nous demandent de cibler des secteurs particuliers, mais on va pas forcer les gens à faire un projet parce qu'ils sont dans un secteur qui a une problématique environnementale particulière. C'est vraiment un programme volontaire, puis c'est basé sur le fait que petit à petit, avec les gens volontaires, finalement, ça ramène d'autres personnes. Et puis c'est comme ça qu'on avance. Euh, Puis ben, parmi les projets ici, c'est juste des exemples de Alus Montérégie, des projets qui peuvent être de bandes fleuries. Puis les autres aussi, j'avais trouvé un titre que j'avais trouvé intéressant, le créateur de biodiversité. Comment amener la biodiversité dans des fermes? Il y a plein de façons de le faire, puis c'est vraiment travailler avec chaque producteur, puis regardant c'est quoi ses possibilités, ses intérêts, qu'on fait divers types de projets. Euh, les services écosystémiques, je ne sais pas si j'ai besoin d'en parler à ce public cible. Mais en fait, nous, ce qu'on essaie de reconnaître, c'est vraiment les biens et services écosystémiques. Fait que c'est pour ça qu'il y a un paiement annuel pour les projets. Mais je ne sais pas si vous avez fait des cours là, avec Jérôme Duprat et autres là, qui essaient de trouver des vrais chiffres là, associés aux services, là, mais c'est vraiment pas évident. Puis nous, un des critères là, quand tu travailles avec les producteurs, c'est keep it simple. Fait que quand tu essaies de se faire calculer des différentes choses, là, c'est comme non, on y va plus avec le prix de location des terres, le temps que ça prend, des choses comme ça. Fait que on essaie d'avoir un paiement qui voudrait couvrir les biens et services écologiques, mais je pense qu'on n'est pas rendu là encore, là, tu sais, pour vraiment payer ce que ça vaut, qu'est-ce que ça vaut vraiment le projet qu'on aménage. Mais tu sais, on fait des brisements, des bandes riveraines. Au niveau des milieux humides, c'est encore assez compliqué. Là, on en a fait quelques-uns, mais c'était plus les producteurs eux-mêmes qui avaient travaillé de leur côté, puis on est venu comme finaliser le projet avec eux. Des prairies fleuries pour les pollinisateurs, pour les oiseaux, puis des politiques améliorées de pâturage, je vais en parler tantôt. Mais il y a beaucoup de projets. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup d'énergie qui est mise sur le carbone. Nous, on n'a pas voulu focusser uniquement là-dessus. On veut vraiment garder le volet, le package deal de tous les biens et services écologiques. Puis, à Lus Canada, en fait, ça fait 20 ans qu'ils travaillent là-dessus. Fait qu'ils ont été quand même avant-gardistes. Là, tu sais, maintenant, aujourd'hui, c'est dans la bouche de tout le monde, là. Mais il y a 20 ans, il n'y avait pas grand monde qui voulait monnayer ces choses-là. Puis, selon vous, il en manque-tu là-dedans? Juste voir si vous dormez ou si vous êtes déjà déconnecté. Dans ceux que vous avez appris comme bien service écologique. Mais pas bien, là, ça, c'est les services. Tout ce qui est spirituel et récréatif. Oui, quoi d'autre?
je ne vais pas laisser planer le mystère mais la qualité du paysage, en fait, c'est un service écologique qui est reconnu dans la loi de conservation des milieux humides et hydriques. Fait qu'on pourrait continuer à rajouter justement tout ce qui est la spiritualité ou juste le bien-être. Tu sais, moi, pour vrai, tous les projets de plantation, je fais ça plus pour ma santé mentale que d'autres choses, là, parce que, tu sais, une grosse partie de ma job, c'est juste ramasser des fonds, remplir des papiers, puis toutes ces choses-là. Fait que quand on va sur un projet puis qu'on fait des projets de plantation avec les bénévoles, avec les producteurs qui sont souvent très seuls, eux autres aussi, c'est des beaux moments où il y en a, c'est comme un cadeau de Noël, les arbres qui arrivent, du monde qui vient les aider à la ferme. Fait que oui, je pense que c'est un service qui est super important et qui n'est pas mentionné ici. Ben, ça, c'est les services plus reconnus, tu sais, scientifiques, mais on oublie tout ce côté-là humain. Puis là, on a rajouté cette année, grâce à un financement, les cultures de couverture. Ben, ça, il y en a qui ont dit que vous travaillez l'écologie des sols, entre autres, ces choses-là. Ça fait partie aussi du plan d'agriculture durable, de venir augmenter les cultures de couverture. Puis moi, je pense même au niveau de la biodiversité, on parle souvent de bandes riveraines, de brise-vent, mais tu sais, la biodiversité, elle commence dans le sol beaucoup. Il y a un gros potentiel pour travailler la santé des sols, de donner de la structure à nos sols, de retenir l'eau sur des superficies vraiment plus importantes que si on travaille juste sur des bandes riveraines et des brise-vent. Fait que je ne sais pas si on va avoir un financement pour ça parce qu'il y a beaucoup de compétition en ce moment pour travailler là-dessus, puis ça prend un côté plus agronomique, là, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut développer dans la région. Puis avec le plan d'agriculture durable, justement, l'objectif, c'est que 70% des sols soient couverts en hiver. C'est sûr, ici en Outaouais, il y a beaucoup de friches, il y a beaucoup de pâturage, on le voit moins, là. Puis je sais pas s'il y en a d'entre vous qui vont dans le Pontiac un peu plus, là, où là, ça va ressembler des fois à Mirabel, là, tu sais, avec des grandes superficies mises à nu. Fait que ça, faut que ça arrête. Puis tu sais, c'est pas juste pour la santé des sols, mais aussi, ça affecte tous les services écologiques. Les champs de foin puis les pâturages. Ça, c'est... nous, en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment payer pour les producteurs qui ont des sites de nidification d'oiseaux en péril. Là. Le goglu des prés, l'asturnelle des prés, c'est des oiseaux qui restent à peu près 2% des populations qu'on a déjà eues au Québec. Fait, puis les producteurs, des fois, ils les connaissent parce que pour eux, c'est des espèces communes. Là. Ils voient beaucoup dans leurs champs, mais ils savent pas que c'est des espèces en péril. Puis souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ça permet déjà à ces espèces-là de se reproduire, de se protéger, mais on veut augmenter la survie, mais aussi on veut qu'ils faire valoriser ça puis faire connaître, tu sais, qu'est-ce qu'ils font déjà, c'est bon. Fait qu'il y a des acteurs, justement, soit qu'on va retarder la fauche au 15 juillet, soit planifier la rotation des animaux pour éviter qu'ils viennent faire une rotation intensive dans les périodes de nidification. Fait que ça permet justement aussi d'encourager la conservation de ces milieux-là qui sont très, très riches, là. Comme là, nous, on vient de finir une étude sur 37 espèces en péril dans le milieu agricole, puis je pense qu'il y en avait 25 qui utilisent principalement les champs de foin et les pâturages. Fait que c'est des milieux très, très riches qui sont souvent... En fait, puis même au niveau canadien, dans les milieux agricoles, c'est plus riche que les forêts, c'est plus riche que les milieux humides en termes de nombre d'espèces là, de vertébrés, il me semble. Fait que c'est assez étonnant comment sont oubliés ces milieux-là dans la vision commune de la conservation de la biodiversité. Là, ici, justement, je voulais donner un exemple d'un projet en partenariat. C'est ça qu'on parlait tantôt avec Sylvain. C'est un projet, en fait, qui a été designé par Sylvain Delagrange. C'est une bande riveraine sur le bord de la Petite Blanche. Puis nous, avec Alice, on est venu mettre les protections bioclimatiques. Puis ça, c'est quand tu es venu l'été passé, là, faire une visite aussi à la ferme avec nous. Cours d'agroforesterie. Oui, je pense que oui. Fait que ça, c'est des projets... Hein? T'es où? Ouais, t'es au milieu, lui qui prend le photo. Quand t'es là. Es-tu là? T'es là, je pense. C'est moi qui prends la photo, sûrement. David. Ça, c'est David, ça. C'est Pierre. Il y a des étudiants qui étaient. Vous autres étiez là. Oui, je me vois.
Fait que tu vois, ça, c'est un projet justement qui en partie un financement de la MRC. Il y avait l'organisme de bassin versant qui était là parce que lui, il veut augmenter justement les bandes riveraines le long des rivières. L'histoire, parce que c'était Sylvain qui avait fait les plans, puis ben, Capital Nature aussi, qui est sa petite compagnie. C'est lui qui est venu planter. Je sais pas sur quel parti qui est l'histoire Capital Nature, finalement, mais c'est juste des exemples pour dire qu'on essaye de travailler le plus possible là, avec les partenaires là, de la région. Puis que ça donne aussi une opportunité à des étudiants. Je sais pas si vous avez appris quelque chose cette journée-là. J'espère. La Fédération canadienne de la faune que je parlais tantôt, qui est sur notre comité, ben, eux autres, ça a vraiment été les spécialistes là, au niveau ornithologique. Eux autres, ça faisait déjà quelques années qu'ils avaient commencé à faire des inventaires sur des fermes, puis qui nous ont vraiment expliqué cette problématique-là sur les oiseaux champêtres. Puis moi, j'ai aucune idée de ça, fait que j'étais bien contente d'avoir des experts pour ça. Puis il y a le club des ornithologues de l'Outaouais aussi qui fait des inventaires pour nous. Et on a Développement ornithologique Argenteuil qui fait des nichoirs numérotés puis qui fait des suivis à chaque année puis qui nous donne des rapports là, de succès de nidification qui change le petit isoloir à chaque année. C'est des nichoirs avec une petite porte où on peut faire l'entretien. Il fait juste changer. Il met des petits chloroplaste avec un peu d'aluminium, là, puis juste avec ça, ça a vraiment permis de réduire la mortalité hivernale. Des fois, ceux qui commencent à nicher très tôt, puis qui, pas hivernale, excusez-moi, printanière, là, quand un gel printanier tardif, il y a beaucoup de mortalité avec ça. Fait que juste avec ça, il est venu réduire la mortalité, puis il fait tous les rapports de suivi. Fait que c'est super intéressant pour nous comme partenariat. Parce qu'encore là, moi, j'aurais pas les connaissances pour faire ça. Puis lui, il sait exactement comment placer ses nichoirs par rapport au vent, par rapport au soleil et tout, puis il fasse l'entretien. Fait que ça l'amène aussi, ça a permis à lui d'augmenter son réseau de nichoirs puis de s'en venir en Outaouais. Là. Fait que c'est le fun pour lui aussi. Fait qu'à 4 ans, parce que là, moi, je parlais surtout d'Alus Outaouais, mais on a aussi développé Alus Laurentide. Fait que depuis 2021, en fait, on a fait des projets dans 12 MRC, 41 municipalités, 80 fermes, puis on a à peu près 174 hectares de projets de fait. Puis là, ben, tu vois, c'est 30 hectares de plantation d'arbres. On est rendu à peu près. Fait que, puis c'est surtout beaucoup, 123 hectares d'habitat pour les oiseaux champêtres. Là, ça, c'est sûr que c'est les projets les plus grands en superficie. Mais les paiements annuels sont pas les mêmes là, selon les types de projets. Fait qu'on est rendu à 235 000 de paiements annuels pour les producteurs. Puis ça, c'est juste pour la partie des paiements annuels dans les contrats. Ça exclut toutes les dépenses, justement, reliées au projet en tant que tel. L'impact social, bon, ça encore, excusez-moi, c'est une vieille slide, mais tu sais, on a peut-être que là, on est rendu plus comme à 300 participants là, au Québec, 250 municipalités, fait qu'on doit être rendu un petit peu plus élevé aussi. Puis, on fait beaucoup de formations, comme la formation bovin biodiversité. J'ai fait ça 3 études de suite, des formations en champ, où on a différentes personnes qui viennent présenter, comme celle-là, par exemple. On avait un spécialiste d'oiseaux, puis on avait quelqu'un de conservation de la nature qui venait parler de la rainette, puis on est vraiment allé se promener dans les habitats, observer ces espèces-là, observer leur type d'habitat, puis parler des différents enjeux là, qui touchent le milieu agricole. Fait que c'est ça. Puis là, je sais pas, il reste combien de temps? Ça, c'est la partie où d'habitude, j'espère qu'il reste plus de temps, comme ça, j'ai pas besoin de les expliquer. Y a-t-il qui ont des questions à la place? Ça, c'est après. OK. Je vais prendre une gorgée d'eau. Non, mais tu sais, c'est juste pour dire, Alus, tu sais, vu que ça fait 20 ans que ça se développe, tu sais, c'est ça que je disais, on a une certaine flexibilité à l'intérieur de notre collectivité, mais il y a quand même des principes directeurs puis des règles de base là, tu sais, pour que ce soit un projet Alus. Comme tantôt, je disais que c'était volontaire, c'est axé sur le marché. Ben là, justement, là, les services écologiques, c'est quelque chose qui est de plus en plus dans les bouches de tout le monde. Fait que comment qu'on va calculer puis monétariser tout ça, c'est comme on est quand même dans le suivi de tout ça.
responsables. On a 10% de nos projets qui sont validés par un tiers pour être sûr que toutes les données qu'on met dans notre base de données sont correctes. Bon, développé par les collectivités, c'est un peu ce que j'expliquais tantôt. Livré par les producteurs, les agriculteurs. Dans le fond aussi, c'est prendre en considération toute la connaissance que les producteurs ont. Moi, au début, je me préparais beaucoup avant d'aller sur une ferme, checker plein de camps, puis tout ça, mais même si j'ai pas le temps, les producteurs, là, ils connaissent bien leur terrain. Souvent, les cours d'eau, ils ont leur nom. Ça fait des générations qui sont là. Fait qu'il y a une connaissance profonde du terrain, mais puis de la nature, puis du fonctionnement. Fait que souvent, c'est eux qui vont avoir aussi des idées de comment aménager des projets. C'est super important de prendre ça en considération. Mais bon, c'est fondé sur la science aussi. On essaie de faire des études puis d'avoir des données. Comment ça marche? En fait, les producteurs, ils nous contactent ou quelqu'un dit au producteur nous, on va contacter le producteur parce que quelqu'un nous a suggéré de le contacter. Puis, il va y avoir une visite soit par nous ou par un partenaire qui travaille avec nous, qui sont notre comité. Puis après ça, selon les projets, on présente ça au comité. Puis là, une fois que c'est approuvé, et là, on signe les contrats, on met en place le projet, puis après ça, on fait un suivi des projets à chaque année, puis on donne le paiement à la fin de l'année pour s'assurer que le projet est mis en place. Fait que c'est pas juste de donner le paiement, mais c'est tout ce suivi-là, puis de s'assurer que le producteur, il s'approprie son projet, qu'il comprend, puis que la responsabilité, dans le fond, de la survie du projet est partagée entre le producteur et l'organisme qui... Puis bon, on a une base de données, plein de formulaires, des outils de gestion. Bref, c'est un organisme là, qui existe depuis longtemps. Fait qu'on a des outils assez robustes. Tu sais, comme moi, quand j'étais dans des firmes privées, j'avais mon téléphone, mon GPS. Maintenant, j'arrivais au bureau, il fallait tout que je prenne ça séparé. Maintenant, j'ai tout ça sur une appli sur mon téléphone. Je prends une photo et géoréférencé. On sauve beaucoup de temps. Là, tu sais, on a des bons outils. Là, fait que je suis bien contente là, d'avoir des outils comme ça. Puis c'est aussi en amélioration là, continue. Puis, nous, on ne l'utilise pas encore dans notre communauté, mais il y a des façons, vu qu'on rentre toutes nos données dans une base de données, de venir modéliser aussi, selon les projets qu'on a fait au niveau du carbone, si ça. Fait que dépendamment des subventions, comme par exemple, je pense que c'est à Calgary qui ont eu vraiment une subvention pour réduire le phosphore au niveau municipal. Fait qu'il y a toutes des modélisations qui se font aussi là, pour tous les projets qui sont faits et tout ça. Fait que c'est quand même assez puissant qu'est-ce qu'on peut faire avec la base de données puis les choses qui sont autour de ça. Puis, ben ça, c'est juste un exemple. Les communautés en Ontario, c'est parmi les plus vieilles. Fait qu'il y a eu beaucoup de projets de recherche qui se sont faits dans des fermes ALUS et pas ALUS avec différentes constats au niveau de la santé du sol et autres. Là. Fait que ça ouvre aussi cette porte-là d'avoir accès à une banque de fermes qui sont intéressées par des informations puis à venir faire là, de la recherche, comme David va faire un jour sur nos projets. Puis ben ça, c'est juste ma petite lettre de conclusion là, on veut toujours protéger l'environnement, protéger les espèces rares, protéger bien des choses, mais on oublie de protéger d'abord et avant tout les producteurs qui nous nourrissent. Fait que juste un petit Sylvain, c'est un producteur avec qui j'ai travaillé beaucoup, qui est décédé l'année passée. Je me dis, j'allais peut-être pas mettre ça parce que ça m'aurait émotive, mais quand je parlais d'une formation sur les espèces rares, puis tu as dit, Maria, c'est nous, les espèces rares, arrêtez avec vos oiseaux, puis ci, puis ça. Des fois, ils ont beaucoup de pression, puis ils sentent qu'ils sont moins dans la population, puis qu'ils ont beaucoup de travail, fait qu'il faut pas oublier ça dans la façon de les approcher. Des fois, beaucoup d'organismes de conservation, d'environnement qui sont très virulents quand ils parlent des producteurs, fait que c'est juste un petit peu pour éviter ça. Puis de remercier tous nos bailleurs de fonds, tous les syndicats locaux d'ailleurs qui nous ont beaucoup appuyés, puis tous nos partenaires. Voilà, c'est parti.
Merci beaucoup, Maria. Noémie, est-ce que tu voulais gérer la période de questions ou je le fais? Est-ce qu'il y avait des questions? François, ben oui, François est toujours prêt. Vas-y. Toujours une question, oui. Merci pour la présentation. Beaucoup appris. D'ailleurs, j'ai appris aussi que Benoît a fait le bac en APP et vous l'avez fait ensemble. Puis pour la petite histoire, ben, je suis coupable du fait que vous avez fait partie des coupables. J'étais dans le groupe qui a développé le projet avec Yves Moffett. Ah oui, bon. Mais j'en arrive à ça. Je suis biologiste. Et puis je t'entends parler, puis tu parles d'agriculture. Je te dirais pas comme un agronome ou une agronome, mais je veux dire, quelle est la place des biologistes aujourd'hui dans le monde de 2025 et dans le futur pour les biologistes dans un monde qui a été surtout dominé par des gens qui ont un bac en agronomie? Ben, en fait, c'est énorme, là. Le potentiel est énorme. Puis on le voit justement, moi, tantôt, justement, je parlais des formations bovines en biodiversité qu'on a fait. C'est une agronome, Nathalie, qui a l'idée ces projets-là de biodiversité avec le plan d'agriculture durable, puis qui s'est mis à travailler avec des biologistes, puis il était comme, my God, c'est fou qu'on travaillait pas ensemble avant, toutes les choses que j'ai appris dans les dernières années, puis tu sais, les agronomes, ils ont énormément de concepts en biologie, tu sais, surtout au niveau du sol, puis ces choses-là. Puis, tu sais, moi, j'ai pas le droit, justement, pour culture de couverture, si on veut s'en aller là-dedans, c'est sûr, c'est en partenariat avec des clubs agro, travailler avec, éventuellement engager des agronomes, mais c'est sûr, moi, je peux pas donner de conseils agronomiques parce que c'est réservé, c'est des actes réservés. C'est très dommage, d'ailleurs, que les biologistes, on n'ait pas d'ordre, là, mais bon, ça, c'est une guerre qui finira jamais, là, mais des haies brise-vent, des bandes riveraines, les agronomes, ils n'ont pas plus d'expertise que nous pour faire ça. En fait, ils en ont moins. Puis, il y a plein de choses, justement, d'aller inventorier toute la biodiversité qui est là. Le besoin est énorme, là. Tout le côté environnement, justement, ça n'a pas été assez adressé. Puis les producteurs, ils ont vraiment besoin d'aide là, pour s'adapter au changement climatique. Puis ça passe pas juste par des conseils agronomiques. Là. En ce moment, je dirais la majorité des fermes, ils font souvent le minimum pour faire leur PAF, là, leur plan de gestion des matières fertilisantes. Puis, ils vont faire affaire avec des agronomes et tout ça, mais les agronomes se déplacent de moins en moins sur le terrain. Ils n'ont pas le temps. Il y a beaucoup, beaucoup de paperasse. Je ne parle pas pour toutes, là, puis il y a toutes sortes de productions, là. Mais il y a beaucoup de programmes, par exemple, de dépistage. Ça, c'est de plus en plus populaire pour réduire les pesticides. Les maraîchers l'utilisent beaucoup. Puis ça, souvent, ils vont engager des techniciens ou des biologistes. C'est pas nécessairement des agronomes là, qui vont aller identifier tous les insectes là, pour te dire si oui ou non il faut que tu utilises tel ou tel pesticide. Fait qu'il y a beaucoup de collaboration. Puis je pense que ça va juste aller en augmentant. Ben, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a eu une certaine époque, en tout cas, peut-être je connais moins le côté agronome, mais je connais des agronomes qui me le mentionnaient aussi, mais du côté des ingénieurs forestiers, quand le ministère publiait une offre d'emploi qui touchait à la forêt, même si c'était purement une formation en biologie qui était nécessaire, on demandait est-ce qu'il y aurait pas par exemple un ingénieur forestier ou une ingénieure forestier qui serait capable de faire de l'entomologie, par exemple. T'sais. Alors que, je veux dire, c'est le domaine de la biologie, tu sais, mais on disait non, il faut que tu aies le fait qu'on n'ait pas d'ordre, là, je veux dire, tu sais, mettons, moi, j'en ai fait, quand j'étais dans mes premiers jobs, je faisais des évaluations environnementales de sites. Là, à un moment donné, ils ont dit qu'il fallait que ce soit des ingénieurs qui faisaient ça, alors qu'il y avait plein de biologistes qui le faisaient. Si tu sois accrédité là, par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, là, je suis plus sûre si tu as le droit, là, en tant que biologiste, de le faire. Mais souvent, tu sais, le fait qu'on n'ait pas d'ordre, on n'a pas beaucoup de voix là, dans des sujets comme ça, puis finalement, on perd des opportunités, là. Fait que oui, c'est dommage, mais en même temps, il y a tellement de besoins ça s'ouvre. que je sais pas. Ouais. Okay. Est-ce que c'est un gros step? Excuse-moi, je veux juste rebondir là-dessus, mais est-ce que c'est un gros step d'être accrédité par l'Ordre des agronomes, par exemple, pour les biologistes? Ah, ben là, oublie ça, là. Faut peut-être ton bac en agronomie ou tu fasses des cours, je sais pas. J'ai même pas, je me suis même pas informée. Ouais, mais il y a quand même il y a une série de cours parce qu'il y a des arrangements. Là. C'est pas tous les gens qui ont un bac en agronomie qui sont membres de la.
Moi, je me suis pas informée pour Ok. le devenir, là. J'ai en masse de Ben, jobs, c'était juste pour savoir, avec le mais- titre que j'ai, mais On a Mais, fait comme Clémence, là, de la ferme au colibri. C'est ça qu'elle a fait. Elle a fait son bac en bio à McGill. Elle a fait un ou 2 ans pour aller chercher son titre. Tu peux avoir des équivalences, là. C'est ça. Vas-y, Fred. là, il y a plein de projets qui peuvent être faits justement en partenariat. Tu sais, dans les clubs agro, il y a de plus en plus de biologistes, aussi, des choses comme ça, qui vont faire les demandes d'autorisation pour les permis d'eau, qui vont travailler avec des ingénieurs ou des agronomes. Mais tu sais, il y a souvent des volets qui incluent des études écologiques maintenant pour avoir toutes sortes de permis, qui incluent justement le design d'un brise-vent, de bande riveraine, tout ça. Souvent, c'est des biologistes qui font ça. J'avais une question au niveau de la lisibilité pour Alus, parce qu'il y a une tendance là où les propriétaires terriens qui ne sont pas des agriculteurs et qui ne sont pas membres de l'UPA, ou il y en a qui s'en vont avec l'Union paysanne parce qu'ils veulent avoir une structure différente là, d'appui. Est-ce que tu es strictement associé aux membres de l'UPA, Alus, ou c'est peu importe qui peut en Nous, faire la pour le demande? moment, oui, parce que, tu sais, vu qu'on travaille à l'UPA, tu sais, on n'a pas ouvert notre service à ça, mais tu sais, c'est sûr, mettons, moi, je parlais avec le maire de Saint-Sixte, tu sais, lui, il y a 14 producteurs dans sa municipalité, il y en a juste 2 qui sont membres. Mais, tu sais, ça, c'est une loi des années 70, là. Normalement, si t'es producteur, tu fais plus que 5 000 pièces de revenus par année, tu es supposé payer tes cotisations à l'UPA. Ça, c'est légal, hein. Et après ça, tu peux devenir membre ou pas membre puis signer ton adhésion. Là, tu sais, tu peux payer ta cotisation sans adhérer, si tu veux, à la mission de l'UPA. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont anti-UPA, mais dans le fond, ils n'ont aucune idée de ce qu'on fait, là. Mais pour l'instant, nous, vu que le programme est délivré via les UPA, on est comme un peu rattaché à ça, là, tu sais, parce que l'UPA, comme c'est elle qui nous donne accès justement à tous les contacts des fermes, tous les types de production, ça nous donne beaucoup de visibilité. Fait que, tu sais, Alus Canada a pris cette décision-là à la base de travailler avec l'UPA. C'est sûr que ça nous limite d'une certaine façon parce que on pourrait peut-être avoir plus de monde, là, mais en même temps, comme nous, mettons, si on va avoir un plus grand impact environnemental, on a intérêt aussi à travailler davantage avec les grandes cultures puis ces choses-là. Parce qu'on a beaucoup de petits producteurs maraîchers ici qui font des affaires géniales, puis des fois, tu veux pas être dans l'UPA, c'est correct, là, mais c'est juste que c'est pas là, dans le fond, que je vais aller faire les plus gros gains. C'est sûr que pour moi, c'était intéressant au début, tu sais, pour apprendre le programme ici et ça, mais tu sais, les enjeux environnementaux puis les solutions, souvent, c'est pas dans les fermes qui sont déjà qui les protègent déjà au bout, là, tu sais. Mais on essaie de pas prioriser, tu sais, par type de ferme ou ces choses-là, là, tu sais, pour le moment, c'est vraiment volontaire puis on y va projet par projet. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, d'un côté, si je veux vraiment avoir un impact, tu sais, 70% de nos fermes sont dans les basses terres du Saint-Laurent, en fait. Puis toutes les cours d'eau qui sont le plus dégradés, c'est là où les grandes cultures sont plus dominantes. Fait que c'est sûr que je veux pas, si on veut s'en aller vers un impact environnemental plus grand, c'est là qu'il faut aller. Mais tu sais, c'est pas là aussi que ça lève la main le plus fort, là, tu sais, fait que... Question? Ici. Merci Maria pour ta belle présentation. On a appris beaucoup de choses. Super. C'est le fun d'avoir des fois des présentations plus professionnelles. Puis, en tout cas, c'est une belle initiative. Bravo. Moi, je voulais revenir sur la question du service du bien-être aux agriculteurs qu'on parle très, très peu. Je voulais savoir si Alus fait des recensions, tu sais, mettons, tantôt tu m'en parlais, on va mesurer des taux de survie d'arbres, puis voir à quel point nos projets fonctionnent. Mais ça, cet aspect-là, qui est beaucoup moins tangible, là, tu sais, mais de bien-être que procurent des projets qu'on fait pour améliorer la biodiversité, de planter des arbres, en tout cas tous les projets que vous faites, est-ce qu'au moins, je sais pas, y a-t-il une recension, des enquêtes qui peuvent être faites par Mais tu sais, moi, je dirais, mettons, moi, tous les projets où toutes les fermes où j'ai fait des projets, je suis allée les voir. Les producteurs, il y en a énormément qui sont seuls. Mais c'est pas documenté. Ben, tu sais, moi, je pourrais juste dire que contrairement à bien d'autres affaires,
moi, je suis allée. Fait que juste là qu'il y a un vrai contact humain, là. Tu sais, on pourrait documenter juste simplement ça, mais tu sais, moi, souvent, je dis, tu sais, je fais des blagues, là, à Écoute Agricole, je dis, crème, vous devriez me payer la moitié de mon temps, là, tu sais, comme, parce que quand je visite une ferme, tu sais, des fois, on va marcher 2, 3 heures, puis il y a beaucoup d'échanges, tout ça, puis justement, quand on fait le projet, tu le vois que ça leur fait du bien, tu sais, ils sont contents de partager ce qu'ils font, puis ils sont contents qu'ils se fassent de quoi, ils sont contents qu'il y ait quelqu'un qui vienne, tu sais, les aider. Mais non, on n'a pas développé d'outils pour mesurer tout ça. Mais moi, je disais que moi, je trouvais qu'il y avait un impact, là, tu sais, au niveau juste de la communauté. Puis, tu sais, il y a vraiment, tu sais, il y a du monde qui m'invite coucher chez eux, qui m'invite souper chez eux. Tu sais, je me suis comme, il y en a qui m'ont vraiment adopté, là, tu sais, dans la communauté. Puis, tu sais, c'est. Mais est-ce que tu penses que c'est une bonne piste de recherche? Ça pourrait, parce que, tu sais, J'ai moi-même fait une revue de littérature, j'ai OK, pratiquement, tu sais, rien trouvé. ouais. Puis j'ai quasiment envie de réorienter ma Ah. carrière. Ça m'intrigue vraiment, tu sais, Oui. c'est ça. Puis je sens que c'est un gros plus, puis c'est même plus important Que les impacts naturels. Ben oui, là, c'est ça. moi, c'est quelque chose qui, On a moi, peu de donne du connaissances. sens à mon travail. Tu sais, justement, moi, j'ai travaillé 10 ans là, dans le milieu privé, puis tu sais, mes clients, c'est des promoteurs immobiliers, des affaires de même, puis c'est un peu plate comme clientèle, si tu veux, dans le sens, tu sais, pour moi, à un moment donné, tu sais, ça manquait un peu de sens, là, si tu veux, là, tu sais, parce que c'est très basé sur le profit puis la vitesse, là, tu sais. Alors que là, c'est très humain comme milieu. Puis, tu sais, même l'UPA, il y a plein de préjugés par rapport à l'UPA, mais c'est très collectif. Moi, j'ai jamais travaillé dans une organisation où la collectivité, c'était d'abord la collectivité, ensuite l'individu. Puis moi, ça, c'est juste pour moi, ça donne plus de sens à mon travail, là, tu sais. J'adore là, les gens avec qui je travaille, les producteurs, c'est du monde passionné, puis ils ont tellement de choses à partager, puis c'est pas tout le monde, là, tu sais, il y en a que c'est très right to the point qui ont besoin de quelque chose, là, mais il y en a beaucoup que ça fait vraiment une différence, tu sais, d'avoir fait le projet, d'avoir une visite, d'avoir l'impression qu'il y a un organisme qui est dédié au monde agricole, tu sais, puis qu'il y a un suivi après. Parce qu'à chaque fois que tu viens faire le suivi, tu sais, c'est une autre jasette, puis c'est une autre affaire, puis tu sais, on va parler des fois de trucs environnementaux, mais souvent de problèmes vétérinaires, problèmes de ci, problèmes de ça, puis de trucs plus personnels, là, tu sais. Fait que moi, c'est un côté que j'aime beaucoup parce que j'ai ce côté-là social, là, tu sais, mais oui, je pense que ça serait quelque chose d'intéressant à documenter. Ça pourrait aussi vous aider à convaincre d'autres. Mettons, vous le documentez pendant une couple d'années. Puis ce que vous trouvez, c'est que ça a vraiment des bienfaits aussi sur la santé mentale Ouais. des producteurs. Quand vous allez voir des nouveaux producteurs, vous avez cette donnée-là aux autres. Ouais, mais tu sais, ce qui est bizarre avec la santé mentale, c'est que, tu sais, puis on le voit avec Écoute Agricole est là, mais tu sais, le monde, il lève pas toujours la main pour aller chercher de l'aide de ce côté-là. C'est beaucoup plus facile d'y aller via un projet qui touche pas à ça, mais tu sais, on le voit des fois qu'il y a du monde qui ont besoin de ventiler plus qu'ils pensent, là. Tu sais, moi, je suis pas psychologue, là, tu sais, mais tu sais, je le vois que ça leur fait du bien juste de ventiler, là, mais tu sais, je pense pas qu'on mettrait ça nécessairement dans notre branding pour les producteurs, mais peut-être pour les subventions, par contre, si on est capable de documenter quelque Je chose. pense que ça l'aurait. Les producteurs seraient peut-être même gênés de l'appliquer si c'était vendu de cette façon-là. Genre, Ben oui, tu sais, planter un arbre pour votre santé mentale, ils vont faire, tu sais, comme, déjà qu'on plante des arbres en Outaouais, ils sont comme, man, c'est en forêt ici, là, pourquoi vous voulez planter des arbres en Outaouais, tu sais? Là, c'est comme, ben, faites-le pour votre santé mentale, tu sais, je veux dire. Parce qu'il faut pas oublier que les pubs, ils vendent tout le monde, là, tu sais. Fait que, Moi, j'ai une dernière. Ben, je sais pas s'il y a d'autres questions là, dans la salle, mais à quel point, parce que là, tu as parlé beaucoup de l'image des producteurs, de l'image de l'UPA, tout ça. À quel point l'UPA s'investit dans le changement de cette image-là? Tu sais, on voit beaucoup de pubs faites par les associations de producteurs, tu sais, le producteur de porc, producteur tout ce que tu veux, tu sais. Mais l'UPA, à quel point ils sont dans il y a une grosse partie ils ont une conscience de ça et veulent travailler là-dessus, là. En fait, ben, tu sais, la valorisation de la profession, Ouais, c'est comme déjà, ouais. un des
volet, là, si tu veux, qui fait partie de leur mission. Puis, tu sais, il y a faire connaître au monde que les producteurs, c'est pas tout le temps du monde pas éduqué, là. Au contraire, là, ils ont souvent Mettre des plus pesticides qu'un partout, diplôme. n'importe comment, là, c'est ça, ouais. Mais, tu sais, il y a les portes ouvertes qu'on fait à chaque année. Il y a des fois, c'est sur une ferme ou des fois, c'est plusieurs. Ça, c'est organisé par l'UPA pour rapprocher les gens des producteurs. Il y a divers documents là, qui se font. Puis comme là, il y a le vidéo du 100e. Fait que oui, ça fait partie de la... Est-ce que la visibilité n'est pas encore assez là? Ben, clairement, là, tu sais. Puis ça dépend de quels médias vous regardez. Tu sais, sur Facebook et autres, ils peuvent être assez actifs, là, mais ça fait partie de leur mission, là, de travailler là-dessus. Mais c'est pas eux qui vont investir, comme mettons, comme tu dis, les producteurs de lait ou les producteurs de porc, tu sais, eux autres, ils vont investir dans des pubs. Massivement, là, c'est ça. Oui, Ouais. je pense pas que le budget est assez grand, là, tu sais, pour ça, mais je sais pas. Juste les portes ouvertes, c'est quand même... je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés dans des portes ouvertes? Oui. Puis il y a l'appli Mangeons local, tu sais, c'est eux aussi. C'est toutes des choses pour rapprocher les producteurs là, des citoyens. Juste une petite question en ligne rapidement. Ouais, c'est ça, je C'était oui. financé par qui, le programme Malus? Ah boy! Mais on peut remonter 2-3 slides, là. Parce que ben nous, ce qui est le fun, c'est qu'on a eu l'appui de plusieurs syndicats locaux qui nous ont permis d'aller chercher des fonds, tu sais, au niveau des MRC, là, les fonds pour les régions, les ruralités ou l'entente sectorielle bioalimentaire de l'Outaouais. C'est une grosse partie de notre fonds qui vient d'Environnement Changement climatique Canada pour les espèces en péril. Ici, en Outaouais, on a encore beaucoup de milieux naturels, mais on a encore, comme je disais tantôt, beaucoup de prairies, de pâturages qui sont des milieux extrêmement riches. Fait qu'on a beaucoup d'espèces en péril qu'on veut maintenir. Tu sais, on est comme fait que ça, c'est une grosse partie de notre financement. Donc, ça a bougé tout ça. Qui d'autre que... ben, les PBQ, c'est eux qui ont payé toutes les formations en champ pour la biodiversité. Arrête les gestes de faire ça. C'est ça, des fois, tu vois des MRC qui ont participé, des choses comme ça. Fait que c'est variable. Tu sais, dans le fond, à l'US Canada, ils font des recherches de fonds au niveau national. Puis eux, ils répartissent ensuite aux communautés. Mais nous, les communautés, on est aussi responsables d'aller chercher notre propre financement. Mais tu sais, l'année passée ou l'autre année d'avant, j'avais 13 financements différents. Puis, tu sais, après ça, il y en a qui payent juste pour ci, d'autres qui payent juste pour ça. Fait il y a des méchants fichiers là, pour savoir qui paye quoi, là, puis beaucoup de reddition de compte. Fait que je déteste ça. Mais bon, en milieu privé, vous allez faire des offres de services, puis en recherche, vous allez faire aussi des demandes de financement. Fait que ça ne sauve pas les tableaux Excel avec des chiffres. Y avait-tu d'autres questions en ligne? Non, il y avait un gros merci de Sarah qui te disait un gros merci pour la présentation. Y entendais-tu bien en ligne, ouais? Ouais, parce que Normalement, merci. Ouais, moi, j'ai une dernière question avant qu'on parte le dîner. Là. Oui. La question qui tue, peut-être. À quel point les besoins sont grands en Outaouais en encadrement de toutes sortes, que ce soit agronomes, biologistes, pour les fermes, en fait, pour les producteurs? Ah, c'est fou, parce qu'en fait, avant, le MAPAC, là, le MAPAC fournissait un service. Fait que l'agronome, il était au MAPAC, puis tu avais ton agronome à toi, puis tu sais, comme elle disait Suzanne, qui est une des productrices avec qui je travaillais, quand l'agronome, il venait, il restait manger, tu sais, c'est un lien beaucoup plus proche qu'il y avait. Maintenant, quand tu vas avoir des services agronomiques, tu passes par AgriConseil, tu vas remplir un formulaire. Là. Fait que là, il y en a beaucoup qui sont très autonomes, là, tu sais, puis qui lisent des trucs par-ci par-là. Tu sais, surtout les petites productions, comme tu dis, souvent, ils n'ont pas nécessairement d'avis agronomique, puis de ci, puis de ça. Ils lisent beaucoup, puis c'est des gens brillants, là, mais c'est pas... Ils ne sont pas encadrés, là. C'est ça. Après ça, ben, il y a ceux, comme je dis, qui vont aller chercher de l'appui agronomique juste pour le minimum. Pour le dépistage, Fait que, déjà. tu sais, ils sont obligés, mettons, d'échantillonner une partie des sols aux 5 ans, puis ces choses-là. Mais c'est quand même, tu sais, comme pour les producteurs, quand ils veulent aller chercher un service, il y a tout le temps 1, 2, 3, 4 formulaires entre les deux. Tu payes avant, tu fais rembourser après, tout ça. Fait qu'il y a comme un découragement, je te dirais.
Mais, tu sais, ça dépend des fermes. Tu sais, on a des super belles fermes, c'est des coops, puis il y a une personne qui est responsable de tout ça, puis une fois que t'es rodé, là, tu sais, ça va bien, puis là, t'as plusieurs services. Mais nous, on a beaucoup de fermes que c'est une personne seule qui fait 12 millions d'affaires. Fait que c'est très difficile, tu sais, pour eux de garder la cadence. Fait qu'il y a un Il y aura manque, il y a un manque de d'autres main-d'œuvre fermes, là-dedans, en Outaouais, ou pas? Ben moi, quand j'étais arrivée en 2021, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait 2 clubs agro qui étaient justement, qui ont comme fermé, mais qui ont été repris par Pleine Terre, qui eux, ils ont comme pris plein de petits clubs un peu partout. Fait qu'eux autres, justement, ça leur permet d'être plus fonctionnels. Puis je pense qu'ils sont rendus avec 4 agronomes là en Outaouais. Puis tu as Bélanger Agro-Consultant, les autres sont 6 ou 8. Puis les autres, ils font beaucoup aussi tous les bouts de Gatineau, les pâtes et papiers, tout ça, ils ont développé plein de différentes façons justement de ramener ça sur les sols agricoles, là, parce qu'en fait, en Outaouais, on manque de fumier. Fait qu'il y a beaucoup de sols, il y a beaucoup de sols qui étaient appauvris. Fait que là, c'est pour ça qu'on réutilise les bouts de Gatineau. Fait qu'il y a beaucoup de producteurs de grandes cultures qui réutilisent les bouts de Gatineau pour venir justement travailler la santé de leur sol. Puis les pâtes et papiers aussi. Fait que, c'est une façon aussi de réutiliser ce matériel-là. Moi, je ne mettrais pas nécessairement les bouts de la ville de Gatineau sur ma terre, mais on voit là, tu sais, au niveau de la qualité du sol, on a beaucoup, beaucoup de sol argileux. Fait que, tu sais, des fois, de venir rajouter de la matière organique, là, ça donne vraiment un coup de pouce. OK. Ben, s'il n'y avait pas d'autres questions, les étudiants, vous avez gardé vos questions pour tantôt, ça va? Oui. Il y en avait une dernière en ligne qui se Ah, demandait dernière, est-ce que tu construis tes projets en premier, puis après tu cherches du financement, ou tu cherches du financement, puis après ça, tu trouves tes Un peu projets? les deux. Comme là, justement, tu sais, parce que la première année, quand j'ai commencé, mettons, j'avais, je sais pas, là, 35 000 puis il fallait que je fasse minimum X. Fait que là, là, j'avais pas le choix de, tu sais, j'avais l'argent avant, puis il fallait que je fasse minimum ça. Mais là, au fur et à mesure qu'on visite des fermes, qu'on a des intérêts de projet, puis ci, puis ça, ben, on a des projets où on a déjà des plans, mais on n'a pas réussi à les faire encore, ou on a d'autres projets qu'on est comme, ben, peut-être qu'on va le faire cette année, mais on n'est pas sûr, on attend d'avoir des fonds. Fait que là, plus la liste, elle augmente, plus moi, ça me permet de faire des demandes de financement ciblées, avec ou sans plan, tu sais, séparément de qu'est-ce que le bailleur de fonds t'exige comme détail. T'sais. Fait qu'on est comme un peu là-dedans, là, en ce moment, tu sais. Puis, tu sais, il y a tous des projets comme les milieux humides qui prennent les plans régionaux des milieux humides hydriques. Si tu veux passer par le fond du plan le programme de compensation des milieux humides hydriques, c'est comme, ça fait 3 ans, j'ai commencé ce projet-là en 2021, là, j'attends encore mon permis, là, tu sais, fait que la demande de financement, tu sais, c'est comme, c'est un peu sur mon temps, jusqu'à temps que le financement arrive, mais tu sais, moi, mon plan, il est fait, ça fait longtemps, là. C'est juste que ça prend des permis, ça prend la résolution de la MRC, fait que c'est variable. Ouais. J'avais répondu avant, mais Ouais, mais tu sais, je donne des exemples. Merci. Ben, merci à toi, Maria.